Être conservateur, c'est vouloir conserver les choses qui ont de la valeur. Donc, les conserver, les faire croître, les transmettre. Et en général, pour les conservateurs, les choses qui ont de la valeur, ce sont un certain nombre d'institutions, un certain nombre d'organisations aussi. C'est une certaine vision de la politique. Historiquement, c'est la défense de l'état de droit. Et puis c'est aussi une certaine vision de la société, de l'organisation des rapports sociaux. On dit que c'est une vision traditionnelle des rapports sociaux. C'est vrai que pour les conservateurs, ce qui est très important, c'est la défense, la préservation de la famille, des liens, ce qu'on appelle les liens d'attachement les plus proches. Ça peut être l'amitié, ça peut être aussi là où on s'investit localement, comme les associations. Donc c'est toute cette vision de la société comme un ensemble de liens d'attachement qu'il faut préserver parce qu'ils sont très importants pour le développement humain, le développement de l'être humain. Une fois dit cela, comment savoir ce qui a de la valeur et comment savoir ce qui est important et ce qu'il faut préserver? On peut le définir de la façon dont je l'ai fait. Et on peut aussi ajouter une composante qui est importante pour le conservateur, qui est que tout ce qui a passé l'épreuve du temps a une certaine valeur. C'est pour ça que le passé est important pour les conservateurs. Parce que ce qui a duré très longtemps a en quelque sorte prouvé sa force et sa validité. Et pour les conservateurs, en découle une certaine vision du changement. Parce que si ce qui a de la valeur a passé l'épreuve du temps, eh bien, il faut laisser du temps au temps. Et pour un conservateur, il vaut mieux laisser le changement progressif, organique, faire son œuvre, que chercher à planifier les choses ou vouloir les bouleverser, vouloir les planifier d'en haut, ce qui a deux conséquences. Il y a une conséquence sur la vision politique. Et c'est pour ça que, historiquement, les conservateurs se méfient de l'intervention de l'État, pas seulement dans l'économie, mais aussi dans la sphère sociale et la sphère des relations humaines. L'autre conséquence, c'est que les conservateurs ont aussi une certaine personnalité, un certain tempérament. Donc on peut même avoir une définition du caractère conservateur, qui est la suivante. Le conservateur, c'est quelqu'un qui préfère bien, le présent, et le présent tel qu'il le connaît, à une forme de futur indéterminé, ou qui préfère ce qui est vrai aujourd'hui à ce qui pourrait être possible demain. Ce n'est pas parce qu'on est conservateur qu'on est un ascète. Bien au contraire, les conservateurs aiment la vie et ils aiment le présent. Et d'ailleurs, souvent, on leur fait le reproche de regarder le passé. Mais c'est faux. Souvent, les conservateurs aiment le présent. Ils trouvent simplement que les très belles choses du présent viennent du passé. Même si le progressisme, il flotte dans l'air français, les Français peuvent aussi être très conservateurs sans le reconnaître sur plein d'aspects. Ce qui m'amène à un autre point, qui est que on peut tout à fait être conservateur sans prononcer le mot de conservateur. Est-ce que la France est un pays de droite, est un pays conservateur? Je pense que oui. Je pense que c'est un pays profondément conservateur au sens de ses traditions locales, de ses terroirs, de la façon dont elle conçoit son histoire. C'est un pays en même temps qui est plein de contradictions parce que c'est un pays qui aime bien l'imaginaire du progrès. Donc il y a une sorte de fond social conservateur très fort, un pays extrêmement réfractaire à la réforme quand même, on le sait, on le voit. D'un autre côté, on a un imaginaire progressiste. Les termes qui sont employés par les politiques sont souvent les termes du progrès. On parlait de l'émancipation tout à l'heure. Les Français aiment bien se voir comme des êtres de progrès. Donc ce sont des êtres conservateurs qui aiment se voir comme des êtres de progrès. Je pense que ça explique en partie le succès d'Emmanuel Macron au moment des élections. Il parlait en termes progressistes, mais il avait quand même quelque chose d'un peu conservateur dans son attitude. Mais malheureusement, c'est une contradiction qui n'aide pas. Parce que quand vous avez ces deux pans contradictoires, ça n'aide pas du tout à construire une offre politique qui soit cohérente. Et il y a en plus l'imaginaire de la révolte qui est assez présent aussi et qui, pour le coup, va à l'encontre du conservatisme. Oui, mais ça se complique en plus du fait que parfois l'imaginaire de la révolte est conservateur parce qu'il s'agit de garder des acquis. Donc tout s'imbrique.
Tout est très compliqué. Je pense qu'on ne changera pas la France, on ne changera pas les Français. Je pense que nous avons énormément de qualités aussi, de bons côtés. On a beaucoup parlé du populisme, comme vous disiez, qui est un mot vraiment fourre-tout dans le monde. Pour l'instant, on y échappe. Donc c'est peut-être ça aussi notre conservatisme. On reste plutôt modéré. La famille est très importante pour le conservateur. Ça ne veut pas dire que la famille doit avoir un seul modèle, qu'il n'y a qu'une seule forme de famille qui fonctionne. On sait très bien qu'il y a beaucoup de familles qui ont l'air normales et qui sont profondément dysfonctionnelles. Donc ce serait vraiment faux d'estimer qu'il n'y a qu'un seul modèle. Simplement, pour le conservateur qui s'appuie sur l'épreuve du temps, le fait que la famille telle qu'elle ait survécu si longtemps et que ça fonctionne à peu près est un signe que c'est une organisation qui mérite d'être préservée. Et c'est pour ça que le conservateur fait l'éloge du mariage, par exemple, en disant que le mariage n'est pas seulement un contrat, mais c'est un vœu. Et un vœu, c'est beaucoup plus difficile à défaire qu'un contrat. Normalement, ça ne se défait pas. Moi, ce que j'aurais tendance à regretter, c'est qu'on a complètement banalisé, en fait, le divorce quand on en parle. Et il est aujourd'hui rendu de plus en plus facile, même par la loi. En fait, ce que je trouve très agaçant, c'est qu'aujourd'hui, dans les magazines People, on voit énormément de portraits de mères célibataires et en substance, on nous dit c'est extraordinaire, elles sont très heureuses et leurs enfants vont très bien. Mais je pense qu'on oublie de préciser que ce sont des femmes extrêmement riches, souvent, et ça n'a absolument rien à voir dans la vraie vie. Aujourd'hui, les familles monoparentales sont constituées en majorité de femmes seules, et ces femmes seules sont très souvent pauvres. La PMA pour toutes, là aussi, je suis assez réservée. Et finalement, pour la même raison que celle qui justifie mon conservatisme, qui est la question de la prudence. C'est que pour certaines choses, on a besoin de voir comment ça va se passer, et pour d'autres, il faut vraiment se poser la question des éventuelles conséquences, même avant de le faire. Et donc je suis vraiment très réservée, parce que on ne sait pas à quoi, en fait, on se prépare si on l'autorise, et en particulier, c'est quand même très difficile disons, d'accepter ou d'autoriser une intervention qui va faire que, de fait, des enfants n'auront pas de père, naîtront sans père. Les conservateurs ne sont pas des réactionnaires. C'est d'ailleurs ce qui fait parfois leur caractère un petit peu difficile à saisir, hein, vous l'avez bien vu. Je ne vais pas vous dire, comme d'autres pourraient vous dire, mon Dieu, tout cela est affreux, revenons en arrière. Parce que je trouve ça extrêmement inconsistant de dire ça. Comment revenir en arrière? On ne va pas interdire les divorces, on ne va pas interdire certaines formes d'union puisqu'on les a permises. C'est fait. La question, c'est plutôt qu'une fois ces choses sont là, comment on fait pour peut-être les minimiser ou en minimiser les conséquences? Et ce qui m'intéresse, en effet, c'est la question des conséquences. Donc, peut-être avoir un peu de prudence en n'allant pas trop vite, en voulant toujours émanciper davantage, libéraliser davantage, permettre encore davantage de défaire en fait ce que je décrivais comme des liens d'attachement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une obsession de l'émancipation, mais que l'émancipation est déjà très, très présente, elle est très forte. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on ait besoin de plus d'émancipation. Je comprends que ça résonne peut-être politiquement auprès de certaines personnes, mais je trouve ça anachronique. Je pense que ça avait du sens peut-être il y a 20, 30, 40 ans. Dans les années 50, 60, oui, la société était beaucoup plus sclérosée. Il y avait une attente, il y avait une envie de liberté. Et les années 60 l'ont montré, et c'était en grande partie légitime. Mais aujourd'hui, la famille n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant, le monde du travail non plus. Plein de choses ont changé, et pourtant on continue à avoir le même discours. Aujourd'hui, il faut un peu se calmer, regarder comment sont les choses et faire une pause un peu, c'est ça l'idée? D'accord. C'est exactement ça. Mais malheureusement, ce discours n'a pas vraiment de portée politique. Parce que si c'est ça votre programme politique, vous n'allez pas gagner les élections. Et d'ailleurs, ça montre bien qu'il y a une ambiguïté profonde au centre, au cœur du conservatisme, qui est la question de l'engagement politique. Le conservatisme, c'est une pensée politique, et en même temps c'est une pensée qui dit la politique ne peut pas tout.
Et la politique même ne doit pas tout, parce que la politique parfois défait plus qu'elle ne fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on accorde énormément d'importance à l'intervention politique. On veut que tout soit politisé. On attend tout d'un État. Certains disent État nounou, mais parfois c'est un peu l'impression qu'on peut avoir. Et en cela, le conservatisme est complètement à contre-courant. J'en ai conscience. À entendre le président de la République et d'autres, hein, il y aurait deux camps en France. On est soit progressiste, soit nationaliste. Je pense que c'est complètement faux. Je pense que c'est forcer les gens en plus à choisir des positions qu'ils ne défendent pas. C'est forcer les gens aussi à intérioriser cette logique qui est que si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Et en plus, plus un côté devient extrême, plus l'autre devient extrême en réponse. Je pense qu'il faut lutter, pour le coup, il faut être assez déterminé, mais lutter contre cette bipolarisation en essayant d'amener une troisième voie. Pour moi, la troisième voie conservatrice sur ce sujet-là, c'est ce que j'appellerais le patriotisme. Et d'ailleurs, je trouve que la question du patriotisme résume assez bien la position conservatrice qui est une forme de compromis entre l'ouverture et la fermeture. L'ouverture totale, ça ne fonctionne pas et ça n'est pas ce que veulent les gens. La fermeture totale, ça ne fonctionne pas non plus et ça fera du mal à tout le monde. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment inaudible. Je pense qu'il manque des gens qui sachent bien conceptualiser ces choses-là et très sincèrement. Le problème, c'est qu'à droite, en France, donc le parti Les Républicains, on n'a personne qui ait cette audace-là. On a des gens qui, à mon avis, flottent un petit peu au gré de l'ère du temps. Clairement, pour moi, il manque une tête d'affiche qui sache concilier les deux pans que j'ai décrits aujourd'hui. Et je sais que ça n'est pas l'ère du temps. L'ère du temps voudrait nous faire tout simplifier. L'ère du temps est à la polarisation. Mais il manque quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec ça et qui refuse ce jeu-là. Très précisément, aujourd'hui, au sein des Républicains, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de conviction. Laurent Wauquiez, j'ai lu notamment dans un article qui voulait fédérer autour de lui les conservateurs. Oui. Est-ce que vous avez cette impression qu'il veut les fédérer justement ? Peut-être qu'il veut fédérer les conservateurs, mais déjà, ce que je trouve assez regrettable, c'est que j'ai l'impression que c'est juste l'idée à la mode, que le mot est là, ça sonne mieux que réactionnaire, et donc fédérons les conservateurs. Ça n'est pas très sincère, parce que avant de les fédérer, il faut peut-être les lire. Et je ne pense pas qu'ils les lisent, qu'ils les aient lus. Et il faut être vraiment en osmose avec cette pensée. Si c'est juste chercher la nouvelle idée qui va marcher, prendre les idées des gens, les fabriquer en fiches et en discours, non, ça ne sauvera pas la droite de faire ça. Et d'ailleurs, sa vision du conservatisme, ce que je disais tout à l'heure, elle est quand même assez limitée. C'est que c'est un conservatisme qui considère qu'en gros, le libéralisme économique, c'est mauvais. Et ce que fait Marion Maréchal, est-ce que vous vous y retrouvez dans cette défense de certaines valeurs traditionnelles ? Alors moi, je n'adhère pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je pense que c'est très difficile de comprendre où elle se situe aujourd'hui, parce qu'elle a quand même une histoire de députée Front National, et une histoire familiale aussi. Elle s'est inscrite dans cet héritage. Et cet héritage, ça n'est pas rien quand même. Après, si on s'en tient à ce qu'elle a dit jusqu'à présent, je pense que, pour moi, ça n'est pas ça le conservatisme. Je sais qu'elle emploie le terme, mais à mon sens, ça ne peut pas être ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que elle a une façon assez agressive, en fait, de poser les termes du débat. Et pour moi, elle a clairement choisi son camp, parce qu'elle-même se place dans le camp nationaliste. En fustigeant la mondialisation, en fustigeant l'immigration, en critiquant l'islam, très fortement, elle choisit son camp. Elle n'est pas du tout dans cette espèce de figure, de posture de compromis que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Elle a choisi un des deux pans.
Et c'est quasiment finalement proche de la tradition réactionnaire. C'est plus cette idée qu'on va tout changer, on va revenir en arrière et tout ira mieux. C'est absolument réaliste aujourd'hui. Et en plus, ça monte les gens les uns contre les autres. Et quant à son supposé libéralisme, je suis assez sceptique, parce que c'est ce qu'on dit d'elle, mais finalement, c'est plutôt la défense des petites entreprises et des petits artisans, et c'est bon, très légitime, pourquoi pas, mais elle est très critique sur la mondialisation et sur l'immigration. Et pour moi, c'est trop simpliste. On ne peut pas critiquer de cette façon la mondialisation, alors qu'en plus on en dépend et on lui doit énormément de choses. Peut-être qu'elle attirera des soutiens, justement en choisissant ce clivage, mais ça n'est absolument pas le conservatisme que j'attends et que j'espère.